Bonjour les épicurieux, vous aussi vous pensez que la procrastination c'est de la paresse ? Mais si je vous avouais qu'en réalité c'est souvent de la peur déguisée, peur d'échouer, peur de mal faire ou peur de ne pas être à la hauteur. Et plus on repousse, plus on se déteste de repousser. Mais alors, comment sortir de ce cercle vicieux ? Dans cette vidéo, vous l'aurez compris, nous allons comprendre pourquoi on procrastine et surtout comment reprendre le contrôle, sans culpabiliser, sans forcer, mais avec clarté et méthode. Passons tout de suite à l'étape numéro 1 pour ne plus procrastiner, distinguer la paresse de la peur. On croit souvent que la procrastination c'est de la paresse, qu'on remet les choses à plus tard parce qu'on est feignant, désorganisé ou pas motivé. Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, vous n'êtes pas paresseux. Vous êtes juste effrayé. La procrastination, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un mécanisme de défense. Chaque fois que vous dites « je le ferai demain », vous ne fuyez pas la tâche en elle-même, vous fuyez l'émotion qu'elle déclenche. Que ce soit la peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur, ou même plus subtilement, la peur de réussir et de ne plus être le même après. Le cerveau, dans ces moments-là, ne cherche pas le progrès, il cherche la sécurité. Il vous protège, il préfère le confort immédiat à l'inconfort temporaire de l'action. Mais cette sécurité apparente est un piège. Plus vous évitez, plus la tâche devient menaçante et plus la peur grandit. Je suis sûr que vous connaissez cette situation. Vous avez une chose importante à faire et au lieu de vous y mettre, vous faites tout le reste. Ranger votre bureau, checker vos messages, même faire la vaisselle semble soudain prioritaire. Alors ce n'est pas de la paresse, c'est votre esprit qui dit « je ne suis pas prêt à affronter ça maintenant ». Et pourtant, chaque report creuse un peu plus la culpabilité, la honte et le stress. Et oui, sortir de la procrastination, ce n'est pas se forcer à agir par la colère ou la discipline brutale, c'est comprendre ce que vous évitez vraiment. Et ce n'est qu'en identifiant la peur cachée derrière chaque « je ferai plus tard » que vous pouvez la désarmer. Parce que tant que vous croyez que vous êtes paresseux, vous vous condamnez. Mais dès que vous réalisez que vous êtes simplement humain, vous commencez à reprendre le contrôle. Étape numéro 2, pour ne plus procrastiner, comprendre le rôle du cerveau. Pour comprendre pourquoi vous procrastinez, il faut comprendre qui dans votre tête est aux commandes. Et ce n'est pas toujours la partie la plus logique de vous. Votre cerveau, en réalité, fonctionne comme un système de survie, pas comme une machine à productivité. Son but premier, ce n'est pas de vous rendre performant, c'est de vous protéger de la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Et comme il associe souvent l'effort, l'inconnu ou la difficulté à un danger potentiel, il préfère vous pousser vers le plaisir immédiat, que ce soit une notification, une vidéo ou un message, une distraction. D'un point de vue biologique, tout se joue entre deux zones. Le cortex préfrontal, la partie rationnelle du cerveau, celle qui planifie, décide et agit. Et le système limbique, la partie émotionnelle, celle qui cherche le plaisir et fuit la peur. Quand vous devez accomplir une tâche difficile, écrire, appeler, commencer un projet, ces deux zones entrent souvent en conflit. Le cortex dit « fais-le, c'est important ». Mais le système limbique lui répond « oui, mais c'est stressant, on verra plus tard ». Et devinez qui gagne la plupart du temps ? Eh bien, c'est celui qui promet la récompense la plus rapide. C'est pour cela qu'un scroll sur votre téléphone devient soudain irrésistible. Alors ce n'est pas un manque de volonté, c'est un court-circuit neurologique. Votre cerveau choisit la dopamine plutôt que la satisfaction différée. Je suis sûr que vous avez déjà vécu ce moment. Vous avez ouvert votre ordinateur pour travailler juste 5 minutes et vous vous retrouvez 1 heure plus tard à regarder des vidéos sans même savoir comment vous en êtes arrivé là. Alors ce n'est pas un bug de caractère, c'est un bug biologique. Votre système limbique a simplement pris la raison. Le secret, ce n'est donc pas de lutter contre son cerveau, mais d'apprendre à le dompter. De comprendre que la motivation ne précède pas toujours l'action. Parfois, c'est l'action qui la crée. Et plus vous commencez à agir, plus votre cerveau réapprend à associer l'effort à la récompense. Et c'est là que la vraie liberté mentale commence, non pas quand vous éliminez la paresse, mais quand vous reprenez le contrôle du conducteur intérieur. Passons désormais à l'étape numéro 3 pour ne plus procrastiner, identifier ses déclencheurs personnels. La procrastination n'apparaît jamais par hasard, elle suit des déclencheurs très précis, que ce soit des petits signaux internes qu'on ignore souvent. Et tant qu'on ne les identifie pas, on reste prisonnier du même schéma. Vous décidez d'agir, puis une émotion s'invite et tout s'arrête.
Ces déclencheurs sont différents pour chacun. Pour certains, c'est une tâche beaucoup trop grande, si vaste qu'elle semble impossible à entamer. Pour d'autres, c'est le manque de clarté. On ne sait pas par où commencer, alors on ne commence pas du tout. Et il y a aussi le perfectionnisme. Ce poison silencieux qui murmure « si ce n'est pas parfait, à quoi bon le faire ?» Et bien sûr, la peur du regard des autres, l'angoisse d'être jugé, critiqué ou exposé. Le point commun de tous ces déclencheurs, c'est l'évitement émotionnel. On ne fuit pas la tâche, on fuit le malaise qu'elle provoque. La procrastination, au fond, c'est une stratégie de protection. Si je ne commence pas, je ne peux pas échouer. Mais à long terme, cette protection devient une prison. Je suis sûr que vous connaissez ce moment. Vous avez une mission importante à faire, un mail difficile à envoyer ou une présentation à préparer, et tout en vous se crispe. Vous sentez une tension dans la poitrine, une envie irrationnelle de tout faire sauf ça. Vous n'êtes pas faible, vous êtes juste en train de réagir à un déclencheur émotionnel. Et le simple fait de le reconnaître change tout. La clé, c'est donc la conscience. Observez sans jugement ce qui déclenche votre fuite. Est-ce la peur de ne pas être à la hauteur, l'envie de contrôle ou le besoin de validation ? Chaque fois que vous le repérez, vous reprenez un peu de pouvoir. Parce que la vraie force ne consiste pas à ne jamais procrastiner, mais à comprendre pourquoi vous le faites. Et à transformer donc chaque évitement en une opportunité d'apprendre à mieux vous connaître. Étape numéro 4, pour ne plus procrastiner, fractionner pour avancer. Le cerveau déteste les montagnes. Quand une tâche paraît trop grande, trop floue ou trop ambitieuse, il ne voit pas un défi, il voit un danger. Et face au danger, son réflexe naturel, vous le savez, c'est la fuite. C'est ce qui explique ce moment où vous regardez votre to-do list et que tout en vous murmure « Allez, je le ferai plus tard ». Mais ce que votre cerveau déteste, il peut apprendre à l'aimer. Il vous suffit de changer la taille du problème. Au lieu de penser « Il faut que j'écrive ce rapport », pensez « Je vais juste ouvrir le document ». Au lieu de « je dois ranger tout l'appartement », dites-vous plutôt « je commence par la table du salon ». Parce que le cerveau, lui, adore les marches, les petites victoires, les actions concrètes, immédiates et mesurables. Chaque fois que vous divisez une montagne en micro-tâches, vous trompez votre système de peur. Et l'obstacle paraît donc tout à coup faisable. Et une fois que vous avez commencé, la mécanique de l'action se met en route, c'est le momentum. Le plus dur, ce n'est jamais de faire, c'est de commencer. Je suis sûr que vous connaissez cette situation. Vous repoussez une tâche pendant des heures, voire des jours, puis un jour, vous décidez de vous y mettre. Alors juste 5 minutes. Et ces 5 minutes deviennent 30, puis 1 heure. Et vous vous dites, finalement, ce n'était pas si terrible. Alors ce n'est pas la tâche qui a changé, c'est votre perception. Et oui, fractionner, c'est se libérer du poids de tout. C'est offrir au cerveau la chance de réussir à petite échelle, encore et encore. Et chaque micro-action accomplie vous donne accès à 2 choses très puissantes. Elle réduit la peur et elle augmente la fierté. Alors ne cherchez plus à escalader la montagne d'un coup, construisez simplement des marches, parce qu'en avançant pas à pas, on finit toujours sans s'en rendre compte par atteindre le sommet et ses objectifs. Étape numéro 5 pour éviter la procrastination, changez la perception du début. Le plus dur, ce n'est jamais de faire, c'est de commencer. Ce premier geste, ce premier clic, ce premier mot posé sur une page blanche, c'est lui qui coûte le plus d'énergie mentale. Parce que tant qu'on n'a pas commencé, la tâche reste en abstraction. Et ce que le cerveau déteste le plus, c'est l'abstrait, le flou ou l'inconnu. Dès que vous commencez, même un tout petit peu, la tâche prend forme. Le brouillard se lève et vous passez d'un monde d'idées à un monde d'action. Et à ce moment précis, la peur, la paresse et la résistance perdent de leur pouvoir. La clé, c'est donc de tricher avec soi-même. Ne vous dites pas « je dois travailler pendant 2 heures ». Dites-vous « je commence juste 5 minutes ». 5 minutes, c'est inoffensif. C'est trop petit pour effrayer votre cerveau, mais assez grand pour créer un élan. Et souvent, une fois lancé, vous ne vous arrêtez plus, parce que l'action crée la motivation, pas l'inverse. Je suis sûr que vous connaissez ce moment. Vous repoussez une tâche depuis des jours, et un soir, par hasard, vous commencez juste pour voir. Et soudain, tout devient limpide et simple. Et oui, changer la perception du début, c'est comprendre que le problème n'est pas le travail lui-même, mais la barrière au lancement. Le cerveau adore la dynamique. Une fois en mouvement, il veut continuer. Ce n'est pas la montagne qu'il faut gravir, c'est le premier pas qu'il faut oser. Alors la prochaine fois que vous sentez cette résistance intérieure, dites-vous simplement « je ne fais pas tout, je commence juste un peu ». Parce qu'au fond, ce n'est pas la motivation qui crée l'action, mais je vous le répète encore, c'est l'action qui crée la motivation.
Étape numéro 6, pour ne plus procrastiner, remplacez la culpabilité par la curiosité. La procrastination ne fait pas seulement perdre du temps, elle use aussi l'estime de soi. Chaque fois que vous repoussez, une petite voix intérieure vous murmure « tu es nul, tu n'y arriveras jamais ». Et plus vous vous jugez, plus vous vous bloquez. La culpabilité devient alors un cercle vicieux. Elle ne motive plus, elle paralyse. Mais si au lieu de vous juger, vous commenciez à vous observer, à la place de « pourquoi je suis comme ça », essayez plutôt « qu'est-ce que je ressens quand je repousse ». Parce que la procrastination n'est pas une défaillance de caractère, c'est une réponse émotionnelle. Quand vous la regardez avec curiosité, sans jugement, elle vous révèle quelque chose de vous. Peut-être que vous fuyez une peur du regard des autres, peut-être que la tâche touche un endroit sensible, comme une ancienne blessure, une exigence trop forte. Ou peut-être êtes-vous tout simplement épuisé et votre corps vous dit non parce qu'il a besoin de repos. Observez cela, c'est déjà commencer à désamorcer ce mécanisme. Je suis sûr que vous connaissez ce moment. Vous avez repoussé une tâche toute la journée et au lieu de simplement l'observer, vous vous en voulez. Vous ressentez de la honte, du stress et parfois même du mépris pour vous-même. Et le lendemain, tout recommence. Alors ce n'est pas la tâche qui vous bloque, c'est votre propre regard. Remplacer la culpabilité par la curiosité, c'est un changement profond. C'est passer de « je suis nul » à « tiens, c'est intéressant, pourquoi je réagis comme ça ?» Et cette bienveillance change tout. Elle apaise le mental, relâche la peur et rend l'action possible. Parce que la vérité, c'est que vous ne pouvez pas vous battre contre vous-même et gagner, mais vous pouvez apprendre à vous comprendre. Et cette compréhension-là, c'est le vrai début du changement. Étape numéro 7 pour ne plus procrastiner, redéfinir la réussite. La plupart des gens ne procrastinent pas parce qu'ils s'en fichent, ils procrastinent parce qu'ils veulent trop bien faire. Le perfectionnisme, ce faux costume de l'excellence, est en réalité l'ennemi du passage à l'action. Car vouloir que tout soit parfait avant de commencer, c'est souvent ne jamais commencer. Nous vivons dans une culture où la réussite est associée à la performance, au résultat et à l'image qu'on renvoie. Mais cette vision crée une pression constante. Si ce n'est pas exceptionnel, ce n'est pas assez. Et sous ce poids, l'action se fige. On préfère retarder plutôt que de risquer de faire moyen. Redéfinir la réussite, c'est comprendre qu'elle ne réside pas dans la perfection, mais dans le progrès, dans la régularité, la constance ou le mouvement. Parce que le cerveau apprend par répétition, pas par éclat. Un petit pas chaque jour vaut 1000 élans interrompus. La régularité l'emporte toujours sur l'intensité. Je suis sûr que vous connaissez cette sensation, ce projet que vous avez lancé dans un élan de motivation, puis abandonné parce qu'il n'était pas comme vous l'imaginiez. Et plus le temps passe, plus la peur de le reprendre grandit. Ce n'est pas le manque de talent qui vous bloque, c'est l'exigence du parfait. Vous ne fuyez pas la tâche, vous fuyez la possibilité d'être déçu de vous-même. Redéfinir la réussite, c'est choisir l'avancement plutôt que la validation. C'est accepter d'être en construction, d'apprendre, d'ajuster ou d'improviser. Parce qu'au fond, les grandes choses ne naissent jamais parfaites, elles naissent commencées. Alors au lieu de vous demander « est-ce que c'est bien ?», demandez-vous plutôt « est-ce que c'est mieux qu'hier ?» Parce que le vrai succès ne se mesure pas à la hauteur du sommet, mais à la fidélité du pas suivant. Et étape numéro 8, pour ne plus procrastiner, créez un cadre qui pousse à l'action. Vous pouvez avoir la meilleure volonté du monde, mais si votre environnement ne soutient pas cette volonté, elle s'effondre. Le cerveau est un organe d'association. Il lie les lieux, les sons, les objets à des comportements. Et quand votre espace de travail ressemble à un champ de bataille ou à une aire de jeu numérique, il devient presque impossible d'entrer dans un état d'action. Un espace encombré, c'est un esprit encombré. Chaque objet visible rappelle une tâche non accomplie, une décision en attente. Le cerveau se disperse, la concentration s'effrite et l'inertie s'installe. Au contraire, un espace clair et minimaliste agit comme une invitation à la focalisation. C'est un message silencieux envoyé à votre mental, ici on agit. Mais au-delà du lieu, il y a les rituels. Ces gestes simples et répétés qui conditionnent le cerveau à passer en mode action, comme boire un café dans la même tasse, ouvrir un carnet, allumer une lumière spécifique, mettre une musique douce. Ce ne sont pas des détails, ce sont des déclencheurs mentaux. Ils disent à votre cerveau, il est temps de commencer. Et le cerveau, lui, il adore ça. Il aime les signaux clairs, les routines prévisibles. Je suis sûr que vous connaissez cette situation. Vous essayez de travailler au milieu du désordre, avec votre téléphone à portée de main, et chaque notification devient une échappatoire. Vous n'êtes pas distrait par faiblesse, mais par design.
tout autour de vous est conçu pour capter votre attention. Et tant que votre environnement ne soutient pas votre attention, la procrastination gagnera toujours. Créer un cadre qui pousse à l'action, c'est donc devenir l'architecte de sa concentration. C'est comprendre que la discipline ne dépend pas seulement de la volonté, mais aussi du contexte dans lequel elle s'exerce. Parce qu'en fin de compte, le plus grand secret de la productivité, ce n'est pas d'être plus fort que la tentation, c'est de ne pas avoir à lui résister. Étape numéro 9, pour ne plus procrastiner, utilisez la règle des 2 minutes. La procrastination adore les petits retards. Ce que je ferai tout à l'heure, qui répété 10 fois par jour, finit par remplir votre esprit de 1000 petites choses non faites. Et à la fin, ce ne sont pas les grandes tâches qui vous épuisent, mais toutes les petites que vous avez laissées traîner. La règle des 2 minutes est une arme simple mais redoutable contre cette inertie mentale. Elle vient d'un principe psychologique. Le cerveau adore les actions rapides. Si une tâche prend moins de 2 minutes, envoyer un message, ranger un objet, ou répondre à un mail, ou même noter une idée, faites-le tout de suite, maintenant. Pas plus tard, pas demain, maintenant. Pourquoi, me direz-vous ? Parce qu'en agissant immédiatement, vous reprogrammez votre cerveau. Il associe le mot commencer à facile au lieu de effort. Et cette association change tout inconsciemment. Vous créez un effet momentum, une mini-action en appelle une autre, et votre cerveau passe naturellement en mode productif. Vous ne combattez plus la procrastination, vous la contournez. Je suis sûr que vous connaissez ce moment. Vous voyez une petite tâche à faire, comme ranger un papier, répondre à un message, et vous vous dites « Allez, je le ferai plus tard ». Mais quelques heures plus tard, elle est toujours là en toile de fond dans votre cerveau, polluant votre concentration et votre énergie, même sans que vous le vouliez. Et à la fin, c'est une montagne de petits plus tard qui vous pèsent, alors que 2 petites minutes auraient suffi. Et oui, la règle des 2 minutes, c'est l'art d'éliminer la friction mentale avant qu'elle ne grossisse. Ce n'est pas une méthode de travail, c'est un état d'esprit, celui de l'action immédiate, du geste simple, du mouvement constant. Et quand vous appliquez cette règle plusieurs fois par jour, quelque chose change en profondeur dans vous. Le cerveau n'attend plus d'être prêt, il agit naturellement. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les grandes décisions qui changent votre vie, ce sont des petits gestes quotidiens que vous choisissez de ne plus remettre à demain. Étape numéro 10 pour ne plus procrastiner, s'appuyer sur les récompenses. Le cerveau est une machine à récompenses. Chaque fois que vous accomplissez quelque chose, même une petite action, il libère une dose de dopamine, cette molécule du plaisir et de la motivation. Et cette sensation de satisfaction devient un ancrage, elle vous pousse à recommencer. Mais beaucoup de gens sabotent ce mécanisme sans s'en rendre compte. Ils ne célèbrent que les grandes victoires, les résultats visibles et les fins de parcours. Or, la motivation ne se nourrit pas d'objectifs lointains, mais de petites victoires régulières. Chaque étape mérite d'être valorisée, parce que ce sont elles qui créent l'élan. Apprendre à se récompenser après chaque avancée, même minime, c'est entretenir le moteur de la motivation naturelle. Cela peut être un geste simple comme une pause, un sourire, un café, un mot de fierté intérieure, mais c'est ce signal qui dit à votre cerveau « bien joué, continue ». Et plus vous alimentez cette boucle positive, plus l'action devient spontanée. Je suis sûr que vous connaissez cette situation. Vous terminez une tâche importante, vous la cochez et vous passez immédiatement à la suivante sans même un instant pour la savourer. Vous croyez gagner du temps, mais vous cassez la mécanique de motivation. Car sans récompense, le cerveau cesse d'associer effort et plaisir. Il ne voit plus que la fatigue. Et oui, s'appuyer sur les récompenses, c'est réapprendre à se féliciter. C'est comprendre que la réussite n'est pas un sommet à atteindre, mais une suite de marches franchies avec constance. Et quand vous commencez à célébrer le processus plutôt que le résultat, quelque chose change profondément en vous. Vous ne travaillez plus contre la difficulté, mais avec l'élan de plaisir. Alors ne sous-estimez jamais une petite avancée, parce qu'à force de la célébrer, on finit toujours, même sans s'en rendre compte, par trouver la route. Étape numéro 11, pour ne plus procrastiner, apprendre à dire non. On croit souvent que la procrastination vient d'un manque de motivation, mais bien souvent, elle vient de trop de choses à faire, trop de demandes, trop d'engagements, trop de priorités qui nous marchent dessus. Et quand tout semble urgent, rien ne commence vraiment. Le cerveau saturé choisit alors la seule issue possible, la fuite. Apprendre à dire non, c'est l'un des antidotes les plus puissants à la procrastination.
Parce qu'à chaque fois que vous dites oui à tout, vous dites en réalité non à vous-même. Vous diluez votre énergie, votre concentration, votre clarté, et un esprit dispersé finit toujours par repousser, parce qu'il n'a plus la force de choisir. Dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est être lucide. C'est comprendre que votre temps, votre attention et votre énergie sont limités, et qu'ils méritent d'être investis dans ce qui compte vraiment. Prioriser, c'est alors protéger votre puissance mentale. Ce n'est pas faire moins, c'est faire mieux. Je suis sûr que vous connaissez ce scénario. Une journée pleine de oui, oui à aider un collègue, oui à un appel imprévu, oui à un projet que vous n'aviez même pas le temps de prendre. Et le soir venu, votre propre travail est resté en suspens. Vous êtes épuisé, frustré et vous vous en voulez de n'avoir rien fait. Mais en réalité, vous n'avez pas procrastiné, vous avez juste sacrifié vos priorités. Apprendre à dire non, c'est un acte de respect envers vous-même. C'est poser une frontière claire entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. C'est comprendre que chaque non offert au superflu est un oui donné à votre vision, à votre paix et à votre équilibre. Alors la prochaine fois qu'on vous demande quelque chose, ne répondez pas par réflexe. Prenez une respiration et demandez-vous, est-ce que oui je me rapproche ou m'éloigne de ce que je veux vraiment accomplir? Parce que le secret n'est pas d'avoir plus de temps, c'est de ne plus le donner à ce qui ne compte pas. Et étape numéro 12 pour ne plus procrastiner, transformer la peur en mouvement. La peur, c'est souvent l'émotion cachée derrière la procrastination. On croit manquer de discipline, mais en réalité, on manque de sécurité intérieure. La peur de se tromper, de décevoir ou de ne pas être à la hauteur se glisse dans nos pensées et paralyse le passage à l'action. Et pourtant, cette peur n'est pas un ennemi, c'est une boussole. Elle pointe exactement vers ce qui compte le plus pour vous. La clé, ce n'est pas d'éliminer la peur, c'est d'apprendre à l'utiliser, à la transformer en énergie de mouvement. Plutôt que de la subir, recanalisez-la avec une simple question. Et si j'essayais juste pour voir? C'est une formule magique. Elle transforme l'enjeu en expérience, la pression en curiosité, la peur en élan d'énergie. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré elle. C'est cette petite décision intérieure, je ne suis pas prêt mais j'y vais quand même, et à ce moment-là, quelque chose se débloque. Parce que le corps découvre qu'il peut agir même avec le cœur qui bat trop fort. Et c'est cette preuve, cette mini-victoire qui fait reculer la peur à chaque fois. Je suis sûr que vous connaissez ce moment. Vous avez repoussé une conversation, un projet ou une décision pendant plusieurs jours. Puis un jour, vous osez. Et juste après, vous ressentez ce mélange de soulagement et de fierté. Ce n'était pas aussi terrible que prévu. Vous n'aviez pas moins peur. Vous aviez juste choisi de bouger avec. Transformer la peur en mouvement, c'est donc passer de la paralysie à la curiosité. C'est comprendre que l'inconfort n'est pas un signal d'arrêt, mais un signe de croissance. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous agrandissez votre zone de confiance. Alors ne cherchez plus à vaincre la peur, regardez-la, remerciez-la, puis avancez. Parce que la peur ne disparaît jamais avant l'action, elle disparaît grâce à l'action. Étape numéro 13 pour ne plus procrastiner, faire de la constance un muscle. Alors on parle souvent de motivation, mais la vérité c'est qu'elle ne dure jamais. La motivation est comme une étincelle, brillante au départ, mais fragile dans le temps. Ce qui construit vraiment le changement, ce n'est pas l'étincelle, c'est le feu qu'on entretient chaque jour. Et ce feu, il s'appelle la constance ou la discipline. La constance, ce n'est pas faire beaucoup, c'est faire souvent. Ce n'est pas l'intensité qui crée le progrès, c'est la régularité. Chaque répétition ancre une trace dans notre cerveau. Chaque petit geste répété façonne un réflexe. À force, ce qui demandait un effort devient naturel. C'est ainsi qu'on transforme la discipline en habitude et l'habitude en liberté. La discipline, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas une punition. Ce n'est pas une contrainte, c'est une forme de respect de soi. C'est dire « je mérite que mes actions soient alignées avec mes intentions ». Parce qu'en vérité, il n'y a rien de plus douloureux que de trahir ses propres promesses. Je suis sûr que vous connaissez ce moment. Vous commencez quelque chose avec énergie, puis après quelques jours, la motivation s'essouffle. Vous sautez un jour, puis deux,
puis vous vous dites « tant pis ». Et la culpabilité s'installe. Mais si au lieu de viser la perfection, vous aviez juste décidé de revenir chaque jour, même 5 minutes. C'est ce retour constant, cette fidélité tranquille qui construit les plus grands changements. Faire de la constance un muscle, c'est comprendre que la discipline n'est pas de la rigidité, mais de l'amour envers soi-même. C'est se prouver chaque jour que vous êtes capable de tenir une parole donnée à vous-même, et peu à peu sans bruit, cette régularité devient un ancrage, une identité. Et vous vous dites « je suis quelqu'un qui agit ». Alors ne cherchez pas la motivation, cherchez le rythme. Parce que la constance, c'est comme le cœur, ce n'est pas la force du battement qui compte, c'est le fait qu'il ne s'arrête jamais. Étape numéro 14, pour ne plus procrastiner, s'entourer de personnes qui agissent vraiment. Vous pouvez avoir la meilleure discipline du monde, mais si vous évoluez dans un environnement où tout le monde repousse, se plaint ou doute, votre élan finira par s'éteindre. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'énergie est contagieuse. On devient ce qu'on fréquente. L'être humain est un être profondément social. Son cerveau est équipé de neurones miroirs qui reproduisent inconsciemment les comportements observés autour de lui. Quand vous passez du temps avec des personnes actives, créatives, qui avancent sans se plaindre, votre esprit s'aligne naturellement sur ce rythme. A l'inverse, si vous êtes entouré de passivité, de cynisme ou de stagnation, votre propre énergie finit par s'y accorder. Alors non pas par faiblesse, mais par mimétisme neurologique inconscient. S'entourer de personnes qui agissent, ce n'est pas une question de statut, c'est une question d'état d'esprit. Il ne s'agit pas de fréquenter des gens qui réussissent, mais des gens qui essayent, des gens qui se lèvent, qui créent, qui échouent, mais qui continuent, parce que leur mouvement nourrit le vôtre. Je suis sûr que vous connaissez cette sensation. Quand vous travaillez à côté d'une personne concentrée, sans même vous en rendre compte, vous vous mettez vous aussi à avancer. Votre cerveau capte le rythme, la posture et l'énergie du moment. Et soudain, la motivation revient sans effort. Alors ce n'est pas de la magie, c'est la puissance de l'environnement humain. Choisir son entourage, c'est choisir son niveau d'énergie. Ce n'est pas fuir les autres, c'est protéger son élan. Parfois, il suffit d'un café avec quelqu'un qui croit encore en ses projets pour rallumer une flamme éteinte depuis des semaines en nous. Et parfois, il faut s'éloigner de ceux qui éteignent la vôtre sans même s'en rendre compte. Alors posez-vous cette question, est-ce que les personnes que je fréquente me tirent vers ma meilleure version ou vers la facilité du renoncement? Allez, passons à l'étape numéro 15 pour éviter de procrastiner, remettre du sens dans ses actions. On croit souvent que la procrastination est une question d'organisation, mais bien souvent elle cache un manque de sens. Quand vous ne savez plus pourquoi vous faites ce que vous faites, chaque tâche devient lourde, vide et dénuée d'énergie. Le problème n'est alors pas votre discipline, mais votre direction. L'être humain n'est pas motivé par l'effort, il est motivé par le sens. Le cerveau peut supporter la fatigue, la complexité ou la lenteur tant qu'il comprend pourquoi il avance. Mais dès que ce pourquoi disparaît, la procrastination s'installe comme une forme d'épuisement existentiel. Remettre du sens dans ses actions, c'est donc reconnecter chaque tâche à une valeur personnelle. Par exemple, pourquoi ce projet compte-t-il réellement pour moi? Qu'est-ce qu'il me permet d'apprendre, de construire ou de transmettre? Quand une tâche est alignée avec une conviction profonde, même si elle est difficile, elle devient beaucoup plus fluide. Le sens donne du poids émotionnel à l'action. Je suis sûr que vous connaissez ce moment. Vous vous forcez à faire quelque chose qui, au fond, ne vous parle pas. Vous avancez à reculons, vous regardez l'heure toutes les 2 minutes, et à chaque étape ressemble un effort de survie. Mais quand vous travaillez sur quelque chose qui résonne avec vous, que ce soit un projet, une idée ou une cause, le temps disparaît. Ce n'est donc pas le travail qui a changé, c'est le sens que vous lui donnez. Donc remettre du sens dans ses actions, c'est réenchanter son quotidien, c'est comprendre que la productivité n'a rien à voir avec faire plus, mais avec faire juste. C'est relier la tâche la plus banale à une vision plus large de vous et de ce que vous voulez construire. Alors avant chaque action, posez-vous cette simple question, pourquoi est-ce important pour moi? Parce qu'un pourquoi clair transforme un je dois en je choisis. Et à partir de là, la procrastination perd toute sa force. Étape numéro 16 pour ne plus procrastiner, pratiquer la gratitude du progrès. On passe tellement de temps à regarder ce qu'il reste à faire qu'on oublie souvent de voir tout ce qu'on a déjà accompli. Et cette habitude mentale est l'un des carburants cachés de la procrastination. Parce que si chaque jour vous avez l'impression de ne jamais en faire assez, votre cerveau finit par se décourager. Il cesse d'associer l'action à la satisfaction et sans satisfaction, la motivation s'éteint.
Pratiquer la gratitude du progrès, c'est apprendre à reconnaître sincèrement les pas que vous avez déjà faits. Alors non pas pour se flatter, mais pour nourrir votre confiance intérieure. Chaque micro-avancée, chaque effort invisible, chaque petit « aujourd'hui j'ai fait un peu mieux qu'hier » mérite d'être célébré. C'est ce regard bienveillant sur soi qui relance l'envie d'avancer. Le cerveau humain a besoin de repères positifs. Quand vous validez une étape, il libère de la dopamine, cette molécule du plaisir liée à la progression. En d'autres termes, la gratitude entretient la motivation. Elle vous rappelle que le changement ne se joue pas dans la perfection, mais dans la continuité. Je suis sûr que vous connaissez cette situation. Vous avez travaillé dur, accompli plusieurs choses dans la journée, mais au lieu d'en être fier, vous ne voyez que ce que vous n'avez pas encore fait. Et cette insatisfaction permanente chronique finit par vous vider votre énergie. Alors qu'il suffirait juste parfois de s'arrêter une minute pour se dire « j'ai avancé », c'est déjà ça. Pratiquer la gratitude du progrès, c'est donc choisir la douceur plutôt que la pression. C'est comprendre que le mouvement, aussi petit soit-il, est déjà une victoire. Et plus vous nourrissez ce sentiment de satisfaction sincère, plus votre cerveau en redemande, il veut revivre cette fierté, cette paix, cette joie tranquille d'avoir avancé. Alors chaque soir, au lieu de penser à tout ce que vous n'avez pas fait, demandez-vous « qu'ai-je accompli aujourd'hui dont je ne peux être reconnaissant ?» Parce que le bonheur, comme la discipline, ne se trouve pas à la ligne d'arrivée. Il se construit à chaque pas qu'on choisit de reconnaître. Passons à la 17e étape et la dernière pour ne plus procrastiner, savoir se reposer sans fuir. On confond souvent repos et évasion. On croit se détendre alors qu'en réalité on s'échappe. Et cette nuance subtile fait toute la différence entre un esprit régénéré et un esprit encore plus fatigué. Le repos conscient, c'est une pause choisie, assumée, vécue pleinement. C'est un moment où vous décidez de ralentir pour vous reconnecter à vous-même, alors non pas pour oublier ce que vous fuyez. Par exemple, c'est lire un livre, marcher ou respirer, ne rien faire, mais en étant là, présent. Ce type de repos recharge, il nourrit, il prépare à l'action future. A l'inverse, la fuite déguisée en repos, c'est scroller pendant 1 heure sans s'en rendre compte, enchaîner les épisodes d'une série pour se vider la tête ou s'occuper de tout sauf de soi. Ça semble apaisant sur le moment, mais au fond, on ne se repose pas, on s'anesthésie. Et quand on revient à la réalité, la fatigue est toujours là, parfois même plus forte qu'avant. Je suis sûr que vous connaissez ce moment. Vous décidez de faire une petite pause de 10 minutes et vous vous retrouvez 2 heures plus tard à vous sentir encore plus vide, encore plus coupable, sans avoir vraiment récupéré. Alors ce n'était pas du repos, c'était de la fuite. Et la fuite ne régénère jamais, elle retarde le face-à-face avec soi-même. Savoir se reposer sans fuir, c'est accepter de s'arrêter pleinement, fermer les yeux, respirer, marcher ou méditer dans l'instant présent. C'est oser souffrir des pauses, des vraies, pas des distractions déguisées. Parce que la productivité sans repos n'est qu'une course vers l'épuisement. Le repos conscient n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie de long terme. C'est la respiration entre 2 actions, le silence qui prépare la note suivante. Et c'est dans ces moments de calme que le cerveau se réorganise inconsciemment et que les idées naissent, que la clarté revient. Alors la prochaine fois que vous sentez la fatigue monter, ne fuyez pas dans le bruit. Choisissez le vrai repos, celui qui détourne pas du chemin, mais qui vous redonne la force d'y retourner. Et je terminerai cette vidéo en vous posant cette question. N'hésitez pas à me dire votre réponse en commentaire. Et vous, qu'est-ce que vous êtes prêt à commencer dès maintenant pour ne plus remettre votre propre vie à plus tard ?